Le 14 mars 1943, au large de l'Atlantique Nord, à 380 miles au sud-ouest de l'Islande. L'équipage du HMS Starling, une frégate britannique de classe River, observa le visage de son opérateur sonar devenir pâle. À une portée de 1200 yards, à 270 degrés, un contact se déplaçait rapidement, plusieurs signatures détectées. Le commandant Frederick Walker se rendit à la table de traçage, tandis que ses opérateurs marquaient 3 contacts sous-marins distincts. Une meute de loups, traquant en coordination, une innovation tactique qui avait déjà envoyé plus de 500 navires marchands alliés au fond de l'océan au cours des 6 derniers mois. Ces destroyers poursuivirent ces contacts depuis 11 heures, sans rien avoir d'autre que l'immensité de l'océan et des racks de charge de profondeur épuisés. Puis un phénomène improbable apparut sur le plot. Monsieur, confirmation visuelle. Des objets à la surface à 285 degrés. Ce sont des déchets alimentaires, hein, monsieur. Du pain, des épluchures de légumes. La voix du guetteur portait une confusion. Des déchets frais. La main de Walker se figea au-dessus de la carte. Aucun sous-marin ne se risquerait à jeter des restes de cuisine lorsqu'il était traqué. La procédure opérationnelle était claire. Maintenir le silence et effacer toute trace. Chaque commandant de U-boat savait que des débris signalaient une détection. Cela n'avait aucun sens tactique, à moins que ce ne fût pas des déchets. Les yeux de Walker se déplacèrent des débris flottants vers les contacts sonars qui étaient soudainement devenus stationnaires. Les U-boats avaient cessé leur manœuvre d'évasion. Ils restaient en position, juste au-delà de la portée des charges de profondeur, attendant que les navires britanniques poursuivent des échos fantômes, pendant qu'ils alignaient leur solution de torpille. Ce que Walker allait découvrir dans les 40 minutes suivantes, et ce qu'un cuisinier peu conventionnel à bord d'un sous-marin, à mi-chemin de l'Atlantique, avait déjà prouvé, allait révolutionner la guerre anti-sous-marine et transformer les chasseurs en proie. En mars 1943, la bataille de l'Atlantique avait atteint son point de crise. Les U-boots allemands coulaient les navires marchands plus vite que les chantiers navals britanniques et américains ne pouvaient les remplacer. Au cours des 3 premiers mois de 1943 seulement, 108 navires alliés avaient encoulé, 627 000 tonnes de marchandises englouties. À ce rythme, la Grande-Bretagne serait asphyxiée en 18 mois. Peu importe ce qui se passait sur le front de l'Est ou en Afrique du Nord, les mathématiques étaient brutalement simples. L'amiral allemand Karl Dönitz commandait 435 U-bootés opérationnels et ses tactiques de meute, des attaques coordonnées de sous-marins contre les convois, s'étaient révélées dévastatrices. Un seul convoi pouvait faire face à 8 ou 10 sous-marins attaquant simultanément de différentes directions, submergeant les défenses des escorteurs qui étaient conçus pour se défendre contre les attaques isolées. Le convoi SC-122 et HX-229, seulement 2 semaines auparavant, avaient perdu 21 navires en 4 jours. L'escorte n'avait coulé qu'un seul U-boot en retour. Pour chaque U-boot détruit, l'Allemagne coulait 20 navires alliés. Le type 7, le modèle de base des U-boots, était une arme presque parfaite pour ce type de guerre. Pesant 770 tonnes en plongée, capable de descendre à 750 pieds, armé de 14 torpilles et d'un canon de pont de 90 mm, il pouvait patrouiller pendant 12 semaines sans ravitaillement. Ses moteurs diesel lui permettaient de filer à 17 nœuds en surface, plus vite que la plupart des navires marchands, et ses moteurs électriques lui permettaient de se déplacer en silence sous l'eau. Surtout, sa coque renforcée et sa conception compartimentée le rendaient extraordinairement difficile à détruire. Les commandants d'escorte britanniques étaient pieds confrontés à un problème tactique insoluble. La détection sonar, encore appelée ASDIC à l'époque, pouvait suivre un U-boot immergé sur environ 2500 yards dans des conditions parfaites. Mais les charges de profondeur devaient être larguées directement au-dessus de la cible et les U-boots pouvaient plonger en dessous de la profondeur de destruction effective des charges standards tout en exécutant des manœuvres d'évasion radicales à 7 nœuds. Le destroyer attaquant perdait le contact sonar dès qu'il passait au-dessus du sous-marin à 15 nœuds, créant une zone aveugle où le sous-marin pouvait tourner perpendiculairement et s'échapper. Le commandant Donald McIntyre, qui dirigeait les groupes d'escorte depuis 1941, décrivit le problème dans ses rapports après action. Nous pouvions les détecter, nous pouvions les poursuivre, mais les détruire nécessitait soit une chance extraordinaire, soit de les forcer à faire surface où nos canons pouvaient les atteindre. Les chances étaient en faveur du sous-marin, 9 fois sur 10.
Cette frustration n'était pas seulement tactique, elle était profondément personnelle. Les équipages des escorteurs regardaient les torpilles percuter les pétroliers et les cargos, voyaient chez des hommes brûlés vifs dans des nappes d'huile enflammées, sortaient sur des survivants de l'eau glacée et passaient ensuite des heures à lancer des charges de profondeur sur des échos sonars qui disparaissaient simplement. Les U-boats plongeaient profondément, couraient silencieusement et attendaient que les navires britanniques épuisent leurs charges et partent. Les services de renseignement avaient désespérément besoin de repères. La division de guerre anti-sous-marine de l'Amirauté analysait chaque engagement pour identifier des faiblesses dans les tactiques allemandes. Ils savaient en mai que les U-boats devaient éventuellement refaire surface pour recharger leurs batteries, recevoir des transmissions radio ou se rendre à une nouvelle zone de patrouille. Mais quand ? Où ? Comment les groupes d'escorte pouvaient-ils prévoir les moments de surface quand chaque commandant agissait indépendamment ? Ce qui rendait la situation particulièrement frustrante, c'était que les Alliés avaient à décrypté les codes Enigma allemands. Ils pouvaient lire les communications des U-boats, tracer les zones de patrouille et détourner les convois autour des meutes. Mais les combats tactiques, le moment où les destroyers britanniques rencontraient les sous-marins allemands, se résumaient toujours au sonar, aux charges de profondeur et à la chance pure. Pendant 11 mois, les groupes d'escorte expérimentaient de nouvelles tactiques, de nouveaux schémas de charge de profondeur, de nouvelles techniques de recherche sonar. Rien n'avait fondamentalement changé les mathématiques de la chasse. Puis vint une variable inattendue, non pas des écoles tactiques de l'Amirauté ou des laboratoires de recherche navale britanniques, mais de la cuisine du USS Barb, un sous-marin américain opérant à 6000 miles dans le Pacifique. Les commandants de U-boats allemands avaient toutes les raisons d'être confiants. En mars 1943, ils opéraient presque en toute impunité sur d'immenses étendues de l'Atlantique. Le capitaine Reinhard Hardigan, commandant du U-123, avait coulé personnellement 22 navires, totalisant plus de 115 000 tonnes. Son évaluation, partagée par la plupart des as du U-boat, était documentée dans les rapports après patrouille. Les escorteurs britanniques sont prévisibles. Ils suivent rigoureusement leur doctrine. Une fois que nous avons compris leur schéma de recherche, l'évasion devient une routine. Le manuel tactique allemand pour les opérations des U-boats, le U-Boot-Fahr-Handbuch, soulignait cette faiblesse. Les escorteurs alliés répondaient à un contact sonar en se dirigeant directement vers la position détectée, larguant des charges de profondeur selon des formations préétablies, soit en formation de diamant, soit en échelle s'étendant sur 300 yards. Le manuel instruisait les commandants à plonger à 400 pieds, à tourner de 98 degrés par rapport à leur cap initial et à rester silencieux pendant 20 minutes. Lorsque l'escorte revenait pour une nouvelle recherche sonar, le U-boat se trouvait déjà à une distance d'1 mille du secteur recherché. Ce que les Allemands n'avaient pas compris, c'est que leur propre discipline tactique créait des schémas détectables. Chaque commandant suivait des protocoles d'évasion similaires parce qu'ils fonctionnaient, plonger profondément, tourner perpendiculairement, minimiser le bruit et attendre que les escorteurs partent. Cette tactique était efficace, éprouvée et enseignée à l'école de formation des U-boats de Dansk. Pour les commandants britanniques d'escorte, le problème ne venait pas d'un manque de compétences ou de courage. Il s'agissait d'un manque d'information. Le capitaine Walker avait dirigé personnellement des attaques sur 27 contacts sonars au cours des 4 derniers mois. Il avait confirmé 3 destructions de U-boats. Les 24 autres avaient simplement disparu dans les profondeurs de l'Atlantique. Leur commandant exécutait une évasion de manuel, tandis que la frégate de Walker gaspillait ses charges de profondeur sur une holo vide. L'Amirauté avait essayé de tout. Ils avaient développé des charges de profondeur capables de plonger à 500 pieds. Ils avaient expérimenté des armes comme le Hedgehog, un lance-munitions à tête chercheuse tirant 24 bombes en contact dans un motif circulaire. Ils avaient formé des groupes d'escorte pour travailler en équipe coordonnée, un navire maintenant le contact sonar pendant que d'autres attaquaient sous différents angles. Rien n'avait résolu le problème fondamental. Les sous-marins étaient presque invisibles une fois plongés, et l'océan était d'une immensité incompréhensible. Un commandant de U-boat ayant du cran et de la discipline pouvait échapper à n'importe quel nombre de navires de surface simplement en plongeant profondément et en restant silencieux. La doctrine alliée en matière de guerre anti-sous-marine supposait que les U-boats opérèrent de manière rationnelle, que les commandants privilégieraient la survie à l'agression une fois détectés. Ils interrompraient leurs attaques
plongeraient profondément et s'échapperaient plutôt que de risquer la destruction. Cette hypothèse avait du sens tactique. Un sous-marin représentait un investissement de 30 millions de Reichsmark avec un équipage de 44 hommes hautement formés. Aucun commandant ne sacrifierait ce bien précieux sans raison. Mais cette hypothèse omettait un détail crucial sur la guerre sous-marine, quelque chose qui ne deviendrait clair que lorsqu'un cuisinier américain, de l'autre côté du monde, commencerait à faire quelque chose qui semblait complètement insensé. Puis vint une innovation tactique si simple, si contre-intuitive, qu'il fallut des mois aux officiers du renseignement pour croire qu'elle était réelle. L'innovation ne venait pas d'un officier tactique ni d'un commandant de sous-marin expérimenté, mais d'Armand Swisher, un marin de première classe affecté à la cuisine du USS Barb comme punition pour avoir joué. Swisher détestait cuisiner, mais il prêtait attention au schéma. Le Barb chassait les convois japonais dans le Pacifique, mais le problème tactique était identique à celui auquel les escorteurs britanniques étaient confrontés dans l'Atlantique. Les navires ennemis apparaissaient sur le sonar, le sous-marin se positionnait pour attaquer, et au moment où le capitaine Eugene Fluckey donnait l'ordre de tirer, les cibles avaient changé de cap. Il parvenait à suivre la position du Barbe d'une manière ou d'une autre, même lorsque le sous-marin restait silencieux en profondeur périscopique. Swisher remarqua quelque chose que les officiers n'avaient même pas vu. Chaque fois que le cuisinier jetait des déchets alimentaires par-dessus bord via le système de gestion des ordures, appelé TDU, Seacurity Trash Disposal Unit, les escorteurs ennemis changèrent de cap dans les 20 minutes. Pas vers le Barbe, mais loin de la dernière position du sous-marin, comme s'ils suivaient le champ de débris et calculaient où le sous-marin allait se diriger ensuite. Il en parla à Fluckey le 9 mars 1943. « Capitaine, je crois qu'ils suivent nos déchets. » La première réaction de Fluckey fut de le rejeter. Le TDU rejetait les déchets à une grande profondeur via un système de sas pressurisé. Les débris coulaient ou se dispersaient. Il n'y avait aucune manière pour les navires de surface de suivre des miettes de nourriture sur des kilomètres d'océan ouvert. Mais Fluckey était un commandant qui écoutait son équipage. Il ordonna une expérience. Pendant les 3 jours suivants, le Barbe réalisa des simulations d'approche sur des navires marchands américains lors d'exercices d'entraînement au sud de Pearl Harbor. Swisher jeta des ordures à des intervalles précis, à 6h, 12h et 18h via le TDU pendant que le sous-marin manœuvrait en profondeur périscopique. Les résultats furent étonnants. Les débris flottants créaient une trace visible depuis les avions à 5000 pieds d'altitude. Les miettes de pain restaient à flot pendant 40 minutes. Les épluchures de légumes se dispersaient en un motif en éventail indiquant la direction et la vitesse approximative du sous-marin. Le plus important, cependant, était que le modèle des débris permettait aux observateurs de savoir exactement quand les ordures avaient été jetées et donc quand le sous-marin était en profondeur périscopique plutôt qu'en plongée profonde. Fluckey saisit immédiatement les implications de cette découverte. Si les déchets révélaient la position des sous-marins, alors ces mêmes déchets pouvaient aussi tromper l'ennemi. Le USS Barb était un sous-marin de classe Gâteau, long de 312 pieds, déplaçant 2084 tonnes en plongée et capable de descendre jusqu'à 400 pieds. Il transportait 24 torpilles et un canon de pont de 5 pouces. Ce qui le rendait redoutable n'était pas ses armes, mais la volonté de Fluckey d'expérimenter avec des tactiques non conventionnelles. Le 19 mars 1943, le Barbe rencontra un convoi japonais de 4 navires à 200 milles à l'est de Formose, escortés par 2 destroyers de classe Matsu. La doctrine standard préconisait une approche immergée avec un tir de torpille en éventail à 1500 yards, suivi d'une plongée pour éviter la contre-attaque. Les destroyers portèrent des charges de profondeur et exécutaient un schéma de recherche systématique autour du point d'attaque. Fluckey ordonna une tactique différente. À 05h30, le Barbe s'approcha du convoi en profondeur périscopique. Swisher jeta 40 livres de déchets alimentaires par le TDU. Épluchures de pommes de terre, miettes de pain, marques de café, arêtes de poisson. Les débris s'étendirent sur un quart de mille de surface, créant une trace visible, puis le Barbe plongea à 300 pieds et vira à 180 bidres, s'éloignant directement du champ de débris. Les destroyers japonais détectèrent les ordures flottantes en moins de 12 minutes. Leurs guetteurs les signalèrent immédiatement et les 2 escorteurs se dirigèrent vers le champ de débris, exactement comme le dicte la doctrine. Ils supposèrent que le Barbe naviguait immergé, suivant un cap correspondant à celui des débris. Ils commencèrent un schéma de charge de profondeur agressif,
larguant des charges de type 95 réglées pour exploser à 200 et 300 pieds. Le Barbe était à seulement 3 mètres, se déplaçant perpendiculairement à la position attendue. À 06h et 12h avec les deux destroyers japonais concentrés sur l'attaque de l'océan vide, Fluky ramena le Barbe en profondeur périscopique et positionna le sous-marin à 800 yards du flanc bâbord du convoi. Les navires marchands continuèrent leur course pensant que leurs escorteurs géraient la menace du sous-marin. Fluky lança 6 torpilleuses en éventail, 2 sur le premier cargo, 2 sur le pétrolier en deuxième position et 2 sur le troisième navire marchand. Les torpilles Mark 1 à 14 se déplacèrent à 46 nœuds, couvrant la distance en 38 secondes. 4 torpilles touchèrent leur cible. Le premier cargo, un navire marchand de 7000 tonnes nommé Congo Maru, se brisa en 2 et coula en 4 minutes. Le pétrolier Kyowa Maru explosa en flammes sous l'effet du carburant d'aviation qui enflamma la coque. Le troisième navire reçut une torpille dans la salle des machines et perdit toute puissance, restant à l'arrêt. Les destroyers japonais comprirent immédiatement leur erreur. Ils abandonnèrent le schéma des charges de profondeur et se précipitèrent vers le convoi, mais le Barbe avait déjà plongé à 350 pieds et se déplaçait vers l'est à 7 nœuds. Swisher jeta une nouvelle charge de déchets, cette fois dans la direction opposée à celle du Barbe. Les destroyers trouvèrent les débris et attaquèrent cette position. Le Barbe échappa à l'attaque sans prendre une seule charge de profondeur suffisamment proche pour ébranler l'équipage. Le capitaine Fluky déposa un rapport détaillé sur l'action, décrivant la tactique. Il l'appela « déploiement de débris de fausses pistes ». Le bureau de renseignement de la force sous-marine de la Navy américaine examina la tactique, en reconnut le potentiel et envoya des copies au commandement naval allié. L'amirauté britannique l'a reçu le 2 avril 1943 et le commandant Walker l'a lu 4 jours plus tard. Il était sceptique. La tactique semblait trop simple, trop évidente. Mais il s'était déjà trompé par le passé et la bataille de l'Atlantique était en train d'être perdue. Il ordonna à ses frégates de transporter des sacs de déchets alimentaires, du pain, des légumes, tout ce qui pouvait flotter, stocké dans la cuisine pour un déploiement tactique. Le 14 avril 1943, le HMS Starling rencontra une meute de sous-marins à l'ouest de l'Irlande. Walker décida de tester l'innovation de Swisher en combat réel. Les résultats seraient analysés à l'Amirauté pour la décennie à venir. L'implémentation tactique de Walker était plus sophistiquée que l'expérience originale de Fluky. Les frégates britanniques faisaient face à plusieurs sous-marins opérant en coordination et non à des cibles isolées. Les débris devaient tromper plusieurs commandants de U-boats simultanément, tout en créant des opportunités pour contre-attaquer. À 13h40, le 14 avril, le HMS Starling, le Wren et le Woodpecker, le groupe d'escorte de Walker, maintenaient un contact sonar avec 3 U-boats positionnés en ligne de patrouille. Les sous-marins tentaient de tendre une embuscade au convoi HX-234 qui approchait par l'ouest avec 42 navires marchands. La tactique standard aurait consisté à attaquer chaque contact en séquence pendant que le convoi modifiait son cap pour éviter la meute. Walker ordonna quelque chose de différent. Le Starling s'approcha du contact le plus au nord, plus tard identifié comme le U-191, à 15 nœuds, tandis que l'équipage jetait 60 livres de miettes de pain, d'épluchures de pommes de terre et de déchets de légumes du côté bâbord. Les débris s'étendirent sur un demi-mille d'océan, clairement visible pour les avions qui survolaient là. Puis le Starling vira brusquement à tribord et réduisit sa vitesse à 8 nœuds, se déplaçant parallèlement au cap original mais décalé de 1200 yards. Le commandant du U-191, Oberleutnant zur Helmut Vieh, suivait le champ de débris à travers son périscope. Son journal de guerre, récupéré dans les archives navales allemandes après la guerre, relatait son évaluation. Destroyer visible à 2000 mètres. Déchets alimentaires et eau indiquent que l'équipage se prépare à une longue poursuite. L'ennemi attend une longue chasse. Il plongera à 150 mètres et attendra que l'escorte épuise ses charges de profondeur avant de reprendre sa position d'attaque. Le sous-marin ennemi exécuta exactement ce que Walker avait prévu. Le U-191 plongea à 500 pieds et ralentit à 3 nœuds, courant en silence, tandis que le Starling semblait poursuivre le champ de débris. La doctrine allemande appelait cette manœuvre « plonger profondément et attendre ». Elle avait fonctionné 87 fois sur 100 selon les analyses des amiraux britanniques. Mais Walker ne poursuivait pas les débris. À 13h58,
le Rennes se positionna directement au-dessus de la position projetée du U-191 basé sur le suivi sonar. Le commandant du U-Boat croyait être en toute sécurité sous la profondeur de détection. Il se trompait. Le nouveau matériel sonar, le type 147B, pouvait suivre les cibles jusqu'à 700 pieds dans des conditions favorables. Le Rennes lança un tir complet de mortier anti-sous-marin Hedgehog. 24 bombes, dans un motif circulaire, chacune contenant 35 livres d'explosifs Torpex avec des fusées de contact. 7 bombes touchèrent à la coque pressurisée du U-191. Le sous-marin se brisa à 480 pieds de profondeur. Les 49 membres d'équipage furent tués instantanément. Il n'y eut pas de temps pour faire surface, pas d'opportunité pour abandonner le navire. Les 2 autres U-boats de la meute entendirent des détonations. Les 2 commandants supposèrent immédiatement que les Britanniques avaient développé de nouvelles charges de profondeur capables d'atteindre des profondeurs plus importantes. Ils abandonnèrent leur position d'attaque et plongèrent à la profondeur maximale 750 pieds où ils pensaient être en sécurité. C'était exactement ce que Walker avait anticipé. Un U-boat en plongée maximale ne pouvait se déplacer qu'à 4 nœuds, une vitesse qui en faisait une cible pratiquement immobile. Les commandants ne pouvaient pas voir les activités en surface à travers leur périscope, ne pouvaient pas manœuvrer agressivement sans risquer de détruire leur coque et ne pouvaient pas faire surface pour vérifier sans se découvrir immédiatement à un potentiel nouvel attaquant. Le Starling et le Woodpecker se positionnèrent au-dessus des emplacements estimés et exécutèrent un schéma d'attaque coordonné appelé « Opération Observant », une nouvelle doctrine tactique développée spécifiquement pour les sous-marins évoluant à grande profondeur. Ils larguèrent des charges de profondeur Mark 7 réglées pour exploser à 700 pieds, créant un motif en boîte qui rendait l'évasion presque impossible. Le U-634 fut détruit à 14h42. Le U-415 fut gravement endommagé et forcé de faire surface, où le canon de 4 pouces du Woodpecker détruisit la tour de convoi. Le U-boat coula, emportant 38 membres de l'équipage. 6 survivants furent récupérés, 3 sous-marins détruits en 74 minutes. Le convoi HX-234 passa dans la zone de patrouille sans perdre un seul navire marchand. La révélation tactique fut profonde. Les débris ne trompaient pas seulement les commandants ennemis, ils les forçaient à adopter des comportements prévisibles qui pouvaient être exploités. Les U-boats plongeaient profondément pour éviter ce qu'ils croyaient être des poursuites de surface agressives. Une fois en profondeur, ils devenaient vulnérables à des attaques coordonnées qu'ils ne pouvaient pas prévoir. L'Amirauté distribua le rapport tactique de Walker à tous les commandants des groupes d'escorte le 22 avril 1943. Le document, désigné Bulletin tactique de la guerre anti-sous-marine 1743, décrivait le déploiement des champs de débris comme une création de fausses pistes et exposait les procédures spécifiques pour des attaques coordonnées contre les sous-marins en profondeur. Les résultats transformèrent la bataille de l'Atlantique. En avril 1943, les escorteurs alliés coulèrent 15 U-boats. En mai, ils en détruisirent 41, le total mensuel le plus élevé de la guerre. L'amiral Dönitz appela cela le Mai noir et retira temporairement les U-boats des routes de convoi de l'Atlantique Nord. Le rapport de destruction des sous-marins s'inversa. Pour chaque navire marchand allié coulé, 3 U-boats étaient détruits. Harman Swisher ne reçut jamais de reconnaissance formelle pour son innovation. Il était un simple torpilleur affecté à la cuisine, pas un officier tactique. Mais le capitaine Flucky veilla à ce que la contribution de Swisher apparaisse dans les rapports officiels. Après la guerre, Flucky écrivit que l'innovation tactique la plus significative à bord du Barbe venait d'un homme du rang censé faire frire des œufs, pas révolutionner la guerre navale. La carrière du commandant Walker prit fin tragiquement. Le 9 juillet 1944, alors qu'il commandait le HMS Starling lors d'opérations anti-sous-marines à l'ouest de l'Irlande, Walker s'effondra victime d'une thrombose cérébrale causée par l'épuisement. Il avait été en mer pendant 34 mois consécutifs, dirigeant les opérations d'escorte sans congé prolongé. Il mourut ce soir-là à l'âge de 48 ans. La Royal Navy l'enterra en mer avec les honneurs militaires. Ces tactiques avaient sauvé environ 300 navires marchands et 10 000 marins alliés. L'influence à long terme des tactiques de fausses pistes se prolongea après la Seconde Guerre mondiale. La doctrine moderne de la guerre sous-marine inclut la tromperie comme élément fondamental. Les sous-marins soviétiques, pendant la guerre froide, déployaient des systèmes sophistiqués de leurres, des générateurs de bruit, des générateurs de bulles et des leurres métalliques
pour créer de fausses signatures sonores. Les sous-marins américains développèrent le Mark 70 MOSS, un simulateur mobile de sous-marin, un dispositif en forme de torpille imitant la signature acoustique d'un sous-marin de classe Los Angeles. Le principe reste inchangé, faire croire à l'ennemi que vous êtes là où vous n'êtes pas. Les commandants de U-boats allemands ne s'adaptèrent jamais pleinement aux tactiques de fausses pistes. Les interrogatoires après-guerre révélèrent que la plupart des commandants continuaient à supposer que les débris en surface signalaient la position réelle des sous-marins. Le capitaine-lieutenant Herbert Wehrer, qui commandait le U-415 et survécut à la guerre, écrivit dans ses mémoires « Nous avions été formés pour chasser les convois, pas pour remettre en question si des miettes de nourriture flottant dans l'Atlantique étaient réelles ou une tromperie délibérée. Lorsque nous avons appris que les Britanniques nous bernaient avec des déchets, nous avions perdu la plupart de nos commandants expérimentés. » Les historiens navals calculent que les tactiques de fausses pistes, combinées à un sonar amélioré, à des avions de reconnaissance à longue portée et à la décryption des codes Enigma, ont permis de couler environ 180 U-boats entre avril 1943 et la fin de la guerre. L'amiral Dönitz perdit au total 630 sous-marins pendant la guerre. 28,5% de ces pertes survinrent après que les tactiques de fausses pistes furent distribuées aux groupes d'escorte alliés. Cette histoire enseigne une leçon cruciale sur l'innovation militaire. Les développements tactiques les plus efficaces viennent souvent du personnel enrôlé qui observe des schémas que les officiers négligent. Swisher n'avait pas été formé à la guerre anti-sous-marine. Il avait simplement remarqué que le moment où les déchets étaient jetés correspondait au comportement de l'ennemi et il eut l'initiative de le signaler à un commandant prêt à écouter. Parfois, le membre d'équipage le plus précieux sur un navire de guerre n'est pas celui qui porte le plus de médailles. C'est celui qui se demande pourquoi les choses se passent de la manière qu'elles se passent. L'histoire militaire célèbre la supériorité technologique, les systèmes radars, les ordinateurs de codage, les avions de longue portée qui ont inversé le cours de la bataille de l'Atlantique. Ces innovations ont compté. Elles ont sauvé des milliers de vies et des millions de tonnes de marchandises. Mais un cuisinier jetant des épluchures de pommes de terre par-dessus bord a compté tout autant. Le génie ne résidait pas dans la tromperie elle-même. Les humains utilisent des fausses pistes depuis que les chasseurs préhistoriques ont appris à dissimuler leur odeur. Le génie résidait dans la reconnaissance du fait que la doctrine ennemie et la discipline, la discipline tactique allemande et l'adhérence rigide à des procédures d'évasion éprouvées, pouvaient être transformées d'une force en une vulnérabilité fatale. Les commandants de U-boats suivaient des procédures qui avaient fonctionné des centaines de fois. Ces mêmes procédures les ont tués une fois que les Britanniques ont compris le schéma. L'innovation ne nécessite pas toujours des programmes de recherche à plusieurs milliards de dollars ou des années de développement. Parfois, cela nécessite simplement une personne qui prête attention à quelque chose que tout le monde ignore et un commandant prêt à tester une idée qui semble ridicule. Armand Swisher était censé cuire des œufs et laver des plats. Au lieu de cela, il observa les schémas des débris et posa des questions gênantes. Le commandant Walker était censé suivre la doctrine anti-sous-marine établie. Au lieu de cela, il lut un rapport en provenance du théâtre Pacifique et décida d'expérimenter avec des déchets flottants, 60 livres de miettes de pain et d'épluchures de légumes. 3 U-boats détruits en 74 minutes. Les mathématiques de la guerre sous-marine furent définitivement modifiées. Parfois, l'arme la plus sophistiquée dans la guerre navale n'est pas la technologie. C'est la volonté de regarder des déchets et d'y voir une opportunité tactique. Si cette histoire vous a captivé autant que moi lors de mes recherches, je vous serais reconnaissant de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne.